Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième webinaire consacré au geste professionnel du passeur, ce geste qui facilite la transition. Un cycle de webinaires qu'on a organisé avec Olivier dans la lignée de la publication du livre Le Passeur, qui est le récit d'Olivier Erard et que j'ai complété avec quelques notes. Et l'idée, c'est de présenter un peu les clés de ce retour d'expérience, d'avoir un temps d'échange. Et donc, Olivier, je te donne la parole. Merci Stéphane, bonjour à tous. Du coup, voilà, on est sur la première phase de cette grande étape de transformation, c'est le déclenchement. Donc, premier webinaire, on a évoqué des idées clés que je vais rappeler très brièvement. Et puis, ce qu'on vous propose dans la deuxième partie de notre intervention, c'est de revenir sur trois thèmes qui ont été évoqués, sachant qu'il y avait d'autres thèmes, mais qu'on traitera un peu plus tard sur les phases, les deux autres phases. Donc d'abord les idées clés sur le déclenchement d'une transformation d'un système. Il y avait le premier, alors sans ordre chronologique, que je raconte, c'est le premier parce que c'est celui qui vient à l'esprit. C'est la constitution d'un binôme entre le leader et le passeur. C'est-à-dire que pour que ça déclenche, en fait, il faut quand même que le leader ait conscience des enjeux de transformation et qu'il ait aussi conscience que finalement, il n'est pas la bonne personne pour piloter et pour vraiment enclencher au plus profond de l'organisation, parce que lui, sa légitimité, il la tire justement du système qui ne veut que maintenir son équilibre et ne veut pas bouger, au fond. Donc, la seule chose qu'il peut faire finalement, c'est d'autoriser à travailler, c'est de permettre qu'à un moment donné, il s'ouvre un espace de travail qui lui permettent donc de maintenir une certaine cohésion du système et en même temps à quelque chose qui va bouger ou ça va bouillir. Et, euh, et là-dedans, en fait, il donne une mission à quelqu'un qui s'appelle le passeur et pour animer. Voilà. Et le passeur, en fait, c'est surtout quelqu'un qui ne veut pas le pouvoir, qui a la capacité à travailler dans les interstices de l'organisation et en relation avec les autres systèmes. Premier point, voilà, binôme leader-passeur. Le deuxième, c'est la notion de diagnostic, ou plutôt d'autodiagnostic partagé, qui permet d'aborder les enjeux avec lucidité, donc qui mélange des données expertes, on reviendra sur la question de l'expertise, et des données de terrain. Et pour nous, c'est vraiment une étape clé pour vraiment poser un regard holistique et aborder la notion de la complexité. Euh, on verra que ça questionne la place des experts et que ce ne sont pas eux qui sont les sachants de la transformation. Ils contribuent, mais entre guillemets, ils ne prennent pas le pouvoir. Troisième point clé, c'est saisir des opportunités et surtout des opportunités à agir sur des points, sur des sujets durs, ne pas vouloir tout embrasser. L'adage dit qui trop embrasse mal étreint, on est vraiment là-dedans. Donc, il ne faut pas confondre global et systémique. Donc, il s'agit d'entrer dans la transformation par une opportunité d'agir au plus près de ce qui font de la raison d'être de l'organisation et en ayant une vision systémique. Donc, c'est cette idée du pied dans la porte et puis après, on ouvre la porte et on en ouvre d'autres par la vision systémique. Un autre point clé, c'est ne pas croire en la sagesse spontanée du système. Si le système a toutes les compétences et les capacités pour opérer sa propre transformation, sa première impulsion, c'est de maintenir son équilibre. Donc, il va tout faire pour que rien ne change. Et du coup, le leader va se retrouver, si on mise tout de suite sur la sagesse et qu'on finalement on embarque, on veut embarquer tout le monde tout de suite, en fait, le leader va se trouver dans une situation impossible, en tout cas très délicate, parce qu'il a autorisé à ce que le déclenchement se fasse et en même temps, il a tout le monde qui lui dit qu'est-ce que tu fais quoi. Et nous, on veut que tu nous protèges. Donc, le risque, c'est que si on va trop vite, le système se braque, se bloque, risque d'éjecter l'animateur, voire le leader. Et donc, voilà. Donc on n'aura rien gagné. Les trois sujets sur lesquels on voulait revenir et qui vont ouvrir sans doute à d'autres questions, c'est il y avait les événements favorables à l'engagement, au déclenchement d'une transformation dans un système. Il y avait le rôle des experts. Et puis, il y avait la posture inconfortable, pour le moins, du passeur. Sur les trois thèmes, ce qu'on vous propose, c'est de prendre thème par thème. Et moi, j'interviens avec le vécu, et puis Stéphane complétera avec le regard plus méthodologique. Et le premier, donc, c'est sur les événements favorables au déclenchement. Je reprends forcément ce que j'ai vécu donc, sur Métabier.
Pour nous, ça s'est vraiment produit quand les salariés ont admis que les millions qui pouvaient être investis sur les TT-sièges, c'était trop risqué comme investissement. Alors, même si le facteur financier était important, ça ne s'est pas exprimé comme ça s'est plutôt exprimé du style investir là, c'est risquer de perdre des capacités pour investir ailleurs, et puis surtout investir et puis se trouver dans des situations où on ne peut pas exploiter parce qu'on n'a plus de neige, en fait, on passerait pour des incompétents. Donc, on a fait beaucoup intervenir le niveau du sens dans ce processus. Et puis, on a fait aussi intervenir d'autres paramètres comme qu'est-ce que les clients vont penser, est-ce qu'on a les capacités ressources humaines pour faire ça, etc., etc. Donc, moi, je pense qu'effectivement, l'entrée technique est une bonne entrée. C'est ce qu'on a utilisé. On ne savait pas qu'on allait engager une transformation, mais en fait, spontanément, c'est ce vers quoi on est allé. Et là où le retour d'expérience m'interpelle sur le déclenchement, c'est cette nécessité de regarder la réalité en face, donc de construire une réalité et de la regarder. Donc, ça paraît simple. Aujourd'hui, on fait plutôt appel à des experts extérieurs pensant qu'ils ont la science infuse, en fait. C'est un peu comme ça que je le dis. On est un peu coincé, on ne sait pas ce qui se passe, donc on fait appel à de l'expertise, dites-nous ce qui se passe. Et c'est beaucoup plus complexe que ça. Et quand on commence à vouloir rassembler des éléments pour construire une réalité ensemble, en fait, déjà, on prépare le terrain pour la transformation parce que qu'est-ce que ça va soulever, ce partage, rien que le partage de l'information, ça, ça, ça va heurter des pouvoirs dans le système. Donc, on sait très bien que c'est très difficile déjà de faire un autodiagnostic holistique, de le partager. Mais c'est bien là qu'il faut faire l'effort. Donc nous, on a réussi à faire ça. Et derrière, effectivement, c'est une lame de fond qui a permis derrière de toucher profondément à la raison d'être du système. Et donc, voilà, là aussi, nous, on a pu toucher à des sujets durs, la raison d'être même du système, le ski pour une station de ski, c'est la raison d'être. Donc, voilà un peu le facteur déclenchant. Je ne sais pas, Stéphane, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, en fait, je vais donc préciser un peu moi, dans mon rôle d'accompagnant, en fait. Donc, toi, tu es immergé dedans en tant qu'acteur de premier plan. Nous, on intervient plutôt dans les organisations en tant qu'accompagnant de ces transfos. Et donc, ce qu'on a pu capitaliser depuis plus de 24 ans qu'on fait ce métier-là, rejoint ce que tu as observé finalement sur Métavier. Donc, au départ d'une démarche de transformation, qu'elle concerne une organisation qui souhaite faire évoluer son management, ou sa performance, ou sa façon de fonctionner, ou ses marchés, ou ses modèles économiques, d'un collectif d'organisations qui sont des acteurs qui peuvent se mettre ensemble, ou d'un territoire qui, comme le Haut-Doubs, souhaite faire transformer vraiment son économie des loisirs et du tourisme à partir de la problématique neige, mais qui s'étend à beaucoup plus de domaines de secteurs d'activité du territoire. Il y a toujours une raison qui est impérieuse et qui s'impose à une personne au départ ou un tout petit groupe de personnes. Ça, c'est des constantes. C'est-à-dire qu'on ne parle pas. Il y a un projet de transformation part rarement, sauf les révolutions, mais donc on est sur des projets très différents, donc où la rue d'un seul coup s'enflamme et à ce compte-là, il y a un collectif qui est assez conséquent. Mais généralement, ça part on va dire, une transformation dite pacifique. On part plutôt d'un petit groupe ou d'une personne qui a une vision du monde, une représentation du sujet qui est un peu particulière, un peu marginale, et qui se dit, tiens, il faut faire quelque chose. Et donc, il y a un point qui est vraiment très important à retenir, c'est qu'on n'entre jamais dans une transformation, donc une vraie transformation, c'est pas le truc un peu fictif, avec l'idée de se projeter dans un idéal s'il n'est pas relié à un enjeu vital. Donc, ça, c'est fondamental. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose, une raison impérieuse pour laquelle on a besoin de changer. Il y a vraiment un inconfort majeur, voire une raison vitale pour laquelle on a besoin de faire bouger les lignes. Et puis, ce petit noyau de personnes s'empare d'un sujet qui est nécessairement technique. C'est pareil, on n'engage jamais une transformation, pour de vrai, avec l'idée de se transformer ou de transformer le monde. Ça ne fonctionne pas. On a forcément un point d'entrée technique parce qu'on a une problématique concrète à résoudre. Et donc, dans le cas de Métabier, tu nous l'as bien exprimé, Olivier, c'est que le point de départ est un enjeu réglementaire. Je dois faire des grandes visites, voire rénover mes remontées mécaniques.
et qui a tout de suite fait apparaître un enjeu de second plan, qui était un enjeu financier. Ces deux enjeux, donc l'enjeu réglementaire et l'enjeu financier, se sont reliés à des enjeux qui étaient de forces opposées. Donc, des enjeux économiques, on va perdre des emplois sur le territoire, on va perdre une économie, sociaux, on va perdre un service que la station apporte au territoire et tous les services dérivés, les moniteurs de ski qui sont aussi des encadrants pour des activités de sport dans les associations des écoles et les associations des villes et des villages. Et puis, des pertes infrastructurelles. Voilà. Donc, si on arrête le ski, on va plus avoir des remontées mécaniques pour faire du VTT, par exemple, et on va peut-être même plus avoir de piscine parce qu'il n'y aura pas suffisamment de touristes qui justifient une infrastructure telle une piscine ou tel un gymnase, ou etc., etc. Ces enjeux qui étaient les enjeux réglementaires et financiers ont cependant fait synergie aussi avec des enjeux qui étaient écologiques. En fait, la manière de développer le ski en station et le tourisme dans le territoire aujourd'hui n'est pas compatible avec la fragilité des écosystèmes, par exemple. La question de la disponibilité des ressources, même sur Métabier, si ce n'était pas un sujet directement immédiat, la question de la ressource en eau, d'une manière générale, dans le Haut-Doubs, le sujet de la ressource est un sujet important. Aussi des sujets, des enjeux de conflit d'usage avec d'autres activités. On peut parler par exemple des randonneurs avec les chasseurs et avec les paysans, etc., etc. Voire même des touristes entre eux, on peut dire le VTT et la randonnée, il peut y avoir conflit d'usage. Et puis d'autres enjeux qui étaient des forces qui poussaient vers la transition, qui étaient le zéro artificialisation net, donc le ZAN, et puis la pression foncière liée à l'économie transfrontalière. Donc finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une problématique à régler, il y a un enjeu vital qui apparaît à un moment donné, donc l'enjeu réglementaire, et puis il y a tout un tas d'enjeux qui sont des forces, soit qui vont dans le sens de l'enjeu primaire, soit qui vont contrebalancer et faire des forces de résistance. Voilà. Donc tous ces enjeux de premier et de second plan, dans l'ordre d'arrivée d'importance, se sont entremêlés. Et les acteurs concernés sont connectés par des enjeux qui sont partisans et multiples. C'est clair qu'un moniteur de ski, un restaurant, un loueur de matériel, un habitant, un industriel, un paysan, un agriculteur, n'a pas forcément les mêmes enjeux enfin, ils n'ont pas les mêmes enjeux les uns et les autres. Pour autant, bien, en réfléchissant ensemble, et c'est la manière dont vous avez mené ce projet-là sur le Haut-Doubs, en tout cas avec les personnes qui étaient directement concernées par la problématique, on met en place une démarche de management de l'intelligence collective comme tu l'as mobilisé, et on sort d'une logique de combat avec des enjeux qui peuvent être antagonistes à une logique de débat. Et là, je fais référence aux travaux d'Olivier Zara, donc je mettrai le lien dans le commentaire du webinaire. Et tout ça fait émerger une forme de réalité augmentée. Donc c'est ce que tu as appelé l'autodiagnostic partagé, et qui s'est progressivement imposé comme une évidence. Voilà. Donc, progressivement, il y a une problématique qui s'est dessinée, c'est qu'on pourrait formuler comme ça, c'est comment préserver, voire développer des richesses économiques et sociales, dont des emplois et des services dans notre territoire, alors que le moteur de l'économie, la neige, disparaîtra progressivement au point de rendre le ski, qui a fait l'économie du tourisme, une solution économique obsolète. Parce que le ski, et c'est une histoire de culture, c'est du sport, mais c'est aussi une solution économique dans les territoires de montagne. Et donc, du coup, s'il n'y a plus de neige, c'est une solution économique qui devient obsolète. Donc, le tout dans un contexte qui est écologique, fragile et en transformation. Si je reviens sur la notion d'enjeu, nous abordons les enjeux avec une approche systémique, et notamment au travers du référentiel d'Éric Plotu, qui est un chercheur en économie, et qui travaille avec une approche systémique. Donc, Éric Plotu propose d'observer les situations sous l'angle des enjeux qui appartiennent à trois niveaux logiques. Il y a un premier niveau logique dit de rentabilité. Donc, c'est des enjeux qui sont faciles à négocier entre parties prenantes. À partir du moment où l'un et l'autre gagnent ou perdent pas trop, on peut se mettre d'accord. Il y a des niveaux logiques dits de stratégiques. Donc là, il peut y avoir des stratégies d'acteurs qui peuvent être divergentes, voire antagonistes. Et là, ça devient un peu plus compliqué à mettre d'accord les acteurs. Et puis, il y a des enjeux identitaires pour lesquels les conflits sont des conflits de croyances, de valeurs, de place dans la société, de leadership, et par conséquent, qui sont éminemment compliqués à résoudre.
Et donc d'observer finalement un système d'acteurs avec cette lecture des enjeux permet d'identifier ce qui va être facile à traiter et puis ce qui va être éminemment difficile. Voilà. Donc c'est pareil, je mettrai le lien des travaux d'Éric Plotu dans le webinaire. Donc en tant qu'accompagnant, si je sors de mes tabliers, on intervient dans différents contextes sur des projets de transformation. Et donc ceux qui ont pris racine, c'est-à-dire ceux qui sont allés au bout de quelques mois et qui ont réellement fait bouger les lignes de manière importante, étaient tous connectés à des enjeux qui sont vitaux. Et ils ont été attrapés par un sujet technique. Et donc je vous donne un exemple. Donc c'est un projet de transformation culturelle qu'on a mené dans une organisation qui exerce des activités à fort risque de santé et de sécurité au travail. Donc initialement, le client nous appelle en nous disant aidez-moi à mettre en place une gestion documentaire. Et on lui pose la question, mais pourquoi vous voulez une gestion documentaire? Et puis il me dit, bah, en fait, on a eu un audit externe qui a révélé qu'on avait des faiblesses par rapport à ça. Donc, OK. Et puis, du coup, en creusant le besoin, parce qu'en fait, là, il a été brandi une solution. Donc, la solution serait la gestion documentaire. On a rapidement identifié que finalement, les problèmes de gestion documentaire étaient induits par des comportements inadaptés. C'est-à-dire que ce n'est pas en mettant plus de gestion documentaire qu'on allait avoir une gestion de la documentation et de l'information pertinente. Et donc, ces comportements inadaptés étaient eux-mêmes reliés à des enjeux identitaires à tous les niveaux de l'organisation, des croyances, la représentation des rôles et des responsabilités, la hiérarchisation de valeurs, etc., etc. Donc, prenant conscience du constat et à l'issue d'une démarche d'autodiagnostic partagé, comme tu as pu le faire, Olivier, dans le Odoo, bah, notre client, le directeur de cette organisation, a déclaré ne pas vouloir attendre d'avoir des blessés graves ou des morts même dans cette organisation pour agir en profondeur sur les fondations managériales au regard des enjeux de santé et de sécurité au travail. Donc là, il y avait un enjeu vital. La technicité, c'était la santé et la sécurité. Et en fait, finalement, la matière qu'on a travaillée, c'est les croyances, c'est les valeurs, c'est les réflexes, c'est les postures managériales, c'est la manière dont les acteurs sont en relation entre eux et par rapport au sujet. Donc voilà, et on le fera, bon, ça sera l'objet de développement ultérieur. Mais après, derrière, on ne travaille pas directement sur les valeurs, mais on agit sur les valeurs avec des processus qu'on pourra détailler plus tard. Voilà. Je te donne un peu la parole sur l'expertise, du coup. Comment tu as travaillé avec les experts, du coup, Olivier, sur le Odoo? Sur les expertises, oui, c'était une question qui était venue parce qu'effectivement, ça se coud quand on parle de dire attention à la place des experts, faut les positionner au bon endroit. Je pense que parmi les gens qui participent au webinaire, il y a des experts, donc notre objectif, c'est pas de dire les experts ne servent à rien, mais plutôt à quel endroit ils sont utiles. Et en fait, dans tout le système et dans tous les processus de transformation, en fait, chaque partie est utile. Concernant, on a fait appel à des experts tout le temps. Et dans le bouquin, en fait, je parle de ça et en disant que finalement, la première expertise et la première compétence à questionner, c'était la mienne. Et que finalement, le premier poste à professionnaliser, c'était le mien. Ce que je voulais dire par là, c'est que moi, ça m'a permis de voir où j'étais compétent et surtout où j'étais incompétent. Donc, c'est surtout cette idée d'identifier ces zones de compétence et ces zones d'incompétence et de faire de la même manière avec les parties prenantes de son organisation ou de son système pour identifier précisément où on a besoin d'expertise, mais de garder la main là-dessus. Et ce n'est pas parce qu'on se sent perdu, qu'on se sent… enfin voilà, il ne faut pas que l'expertise soit le recours parce que en fait, je suis complètement paumé, donc j'ai un recours à l'expert. Non, je ne sais pas là ce qui se passe. Je fais appel à une expertise, mais en maîtrisant le plus possible. Donc, on a fait appel à des experts, des expertises, mais très circonscrites. Et puis, on a même fait appel à des expertises pour agiter des chiffons rouges, faire diversion. Ça aussi, c'est utile dans la transformation. Parce qu'en fait, l'expert, alors désolé pour les experts qu'on a utilisés, hein, mais je ne suis pas sûr qu'ils s'en soient rendus compte, mais on les a utilisés parce que derrière, on savait que ça allait rassurer une partie des parties prenantes qui ne voulaient pas changer et qu'on les occupait à des trucs, je vous donne l'exemple dans mon bouquin d'une marque territoriale, donc nous, on savait pertinemment que ça n'allait pas du tout aboutir, mais ça occupait le terrain et ça maîtrise, voilà.
Et ça rassurait les gens parce qu'on avait des experts en face et donc le dialogue s'instaurait, etc. Mais nous, en parallèle, on faisait autre chose. Voilà. Donc la notion d'expertise, on l'a utilisée à plusieurs niveaux. Je te laisse compléter, Stéphane. Ouais, par rapport à l'expertise, je citerai Philippe Vallat, qui est un ami confrère et éminemment professionnel dans le domaine de la complexité des approches systémiques. Donc, lui, quand il parle de l'expertise, il dit que les experts sont des experts du passé. Alors, ça peut être un peu péjoratif, mais du coup, il l'explique comme ça, et c'est tout à fait du coup logique, c'est que les experts ont bâti leur expertise sur la base de connaissances qui sont engrangées depuis des centaines d'années et qui sont renforcées au fur et à mesure de leur propre expérience. Et donc, voilà, qu'ils acquièrent chemin faisant, en creusant, au contact d'autres experts, etc. Donc, ils creusent finalement un sillon sur une thématique très précise. Donc, ces experts sont appelés à résoudre des problèmes connus sur lesquels il y a une technicité particulière qui est nécessaire et donc, du coup, qui n'est pas à la portée de tout le monde. C'est pour ça qu'on fait appel à des experts. Voilà, j'ai un problème très pointu sur le traitement du silicium dans un contexte très particulier. Eh bien, je vais aller voir un expert spécialisé là-dedans. Mais ce même expert-là, il ne saura pas me parler de semi-conducteurs d'une manière générale. Il va me parler du silicium. Et donc, ces experts sont totalement incompétents lorsqu'il s'agit de créer de la connaissance ex nihilo. Ils ne sont pas de démarche méthodologique adaptée. Et d'ailleurs, toute la démarche scientifique aujourd'hui fonctionne sur ce principe-là, c'est-à-dire qu'en fait, on observe principalement les phénomènes et on essaye d'en tirer des lois universelles pour pouvoir expliquer des fonctionnements dans un contexte et qu'on va pouvoir aussi expliquer dans d'autres contextes. Donc, on a besoin absolument de cette connaissance, hein. Ça c'est absolument indispensable. Pour autant, par rapport aux problématiques à laquelle on est confronté dans les démarches de transition ou de transformation des sociétés, eh bien, on ne peut pas se baser sur ce type de connaissances. Donc, c'est pareil, je mettrai le lien de Philippe Vallat qui a des articles qui sont de très bonne qualité là-dessus. Aussi, les experts, ils sont parce quand on est expert d'un sujet, et moi-même, toi-même, Olivier, on a tous finalement un terrain de jeu privilégié dans lequel on développe une expertise. Quand on développe une expertise, bien, on est fortement biaisé par rapport à notre propre cadre de référence. Et donc, on va avoir de la difficulté à collaborer avec des experts. Alors, de domaines d'expertise proches, ça va aller. Mais par contre, sur des domaines d'expertise qui peuvent être très différents, eh bien, on va tout simplement pas se comprendre. On va utiliser le même vocabulaire, parce qu'on a la même langue, français, l'anglais, peu importe. Et donc, on a l'impression qu'on se comprend avec les mêmes mots, mais pour autant, on ne met pas les mêmes représentations qui sont derrière. Donc, du coup, c'est le travail de l'accompagnement systémicien et du passeur que tu as réalisé, c'est de mettre en place les conditions relationnelles et méthodologiques pour que ces experts mettent en synergie leurs connaissances pour produire non pas de la connaissance scientifique qui est basée sur l'observation du réel et du passé, mais plutôt d'être dans une connaissance prospective transdisciplinaire et de produire aussi des décisions qui seront éclairées par les compétences collectives. Voilà, donc on est sur quelque chose de différent. Ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre soit meilleur, il n'y a pas de notion d'échelle de valeur, mais il faut comprendre que dans les démarches de transformation, il est important que la transdisciplinarité guide l'expertise et que ça ne soit pas l'inverse, en fait. Voilà. Puisqu'en fait, si les décisions sont prises sur un champ d'expertise très particulier, par exemple, est-ce qu'il y aura assez de neige en 2032 et que je m'adresse à des experts de la neige, mais qui ne vont pas s'occuper de la ressource en eau, par exemple, qui est pourtant un terrain d'expertise très connexe, eh bien, on va prendre une décision qui sera inadaptée parce qu'il y a plein d'autres aspects qui nous échappent. Voilà. Donc, alors l'accompagnement des transformations est aussi un expert, mais un expert en ignorance, celui qui amène un collectif à devenir conscient de son ignorance, à opérer des renoncements, à faire du vide en matière de croyances et d'activités polluantes, de méthodologies qui sont inadaptées aussi. Il faut virer des méthodes qui sont inadaptées. Ceci pour en acquérir de nouvelles au service du projet dans une démarche itérative de construction. Voilà. Le troisième thème, donc la posture inconfortable, ça n'a pas été de tout repos du coup. Non, mais en fait, oui, celui qui impulse, qui va piloter ensuite le mouvement, la transformation, etc. C'est un peu comme l'organisme vivant qui voit un virus, quoi. Donc, ça frictionne, le système va, s'il identifie le passeur trop tôt, il peut avoir plusieurs réactions, en fait, hein. Le système trouve des subterfuges. Soit il va reconnaître le passeur comme quelqu'un d'important et va lui accorder la place, mais à partir du moment où le passeur est trop mis en évidence, en fait, c'est foutu.
il aura perdu, il se sera fait complètement absorber par le système. Donc, il y a même je vois dans des entreprises, ils ont des postes de hackers. Voilà, parce que sous prétexte de venir titiller l'organisation vers l'innovation. Mais en fait, c'est foutu. On ne peut pas hacker en étant identifié comme étant hacker. C'est pas possible. Donc ça, c'est une première action, c'est se faire absorber. Le deuxième, c'est l'éjecter ou le placardiser. Donc, avec des méthodes qui sont parfois brutales. Hein. Et puis, ça peut être aussi, on l'ignore, ce passeur, mais on le surveille. Et si à un moment donné, il devient trop dérangeant, on utilise une des deux solutions préalables, l'absorption ou l'éjection. Voilà, donc effectivement, ce sont des postures très délicates. Et là-dedans, en fait, il y a, à mon avis, deux principes. C'est déjà une espèce de discrétion et d'humilité et ne pas trop se faire voir le plus longtemps possible. Moi, dans mon cas, c'est à partir du moment où un sociopro en mars 2023, à l'issue de l'hiver, m'a dit « Tu cristallises toutes les tensions sur la transition. Ta personne cristallise. » Et là, je me suis dit « C'est bon, j'ai usé toutes mes cartouches, en fait. Et donc, il faut que je parte. » Voilà. Avant que le système m'éjecte, je préfère partir et ne pas être éjecté en étant complètement détruit, parce que c'est ça qui peut se passer. Donc, être très, très attentif à ce qu'on représente pour le système, être le plus discret possible et en tout cas ne pas être bien attentif à ce qui se joue en termes de pression, et pour cela, s'appuyer sur son leader qui, lui, vous aide à avoir une vision du système en train de bouger. Et c'est vrai que la relation avec le leader, elle est fondamentale dans, l'autorisation à travailler, deux, la protection des réactions du système et des sous-systèmes adjacents. Et puis aussi, il y a dans la transformation une idée du sens, en fait. Pourquoi j'agis? Parce que si à la moindre baffe, à chaque fois qu'on reçoit une baffe, en fait, on se dit mais pourquoi je fais ça, quoi. Et si on n'est pas convaincu du bien de cette quête-là, on ne dure pas longtemps. Et on se questionne beaucoup sur c'est quoi finalement cette juste voie qui est la mienne. Et c'est dans l'échange avec le leader où on se dit est-ce qu'on est dans la bonne voie, en fait? Est-ce qu'on échange beaucoup là-dessus? Et c'est ce qui permet en fait de se dire ouais, ok, ça vaut le coup de continuer. Comme tu l'exprimes, donc le passeur dans un système est un virus, donc qu'il faut éliminer. C'est une bactérie qui est indésirable, c'est un organisme qui est génétiquement modifié. Bref, une cellule déviante à anéantir. Donc autrement dit, la durée de vie du passeur, en fait, ne dépasse pas quelques mois tout au mieux s'il ne trouve pas des alliés dans le système. Donc si vous êtes dans une démarche en tant que vous êtes dans un rôle de passeur, ou en tout cas vous avez une fonction de transformation dans l'entreprise, très très rapidement, faut vous trouver des alliés. Voilà. Donc on a besoin de créer des alliances avec des personnes qu'on va repérer dans son écosystème et qui vont être finalement des personnes qui rentrent dans sa communauté de valeurs, en fait. Donc j'utilise cette expression-là en référence aux travaux de Patrick Samama qui travaille sur la communication symbiotique. C'est pareil, il y a un TEDx qui est super intéressant, donc je le mettrai en lien. Voilà, c'est créer des alliances avec d'autres personnes de l'écosystème. Ces personnes-là, il faut qu'elles aient une vision du monde qui est assez similaire. Et donc, c'est ce qu'on appelle la communauté de valeurs. Et donc, il ne s'agit pas de créer de nombreuses alliances, mais plutôt des alliances de qualité, avec des gens avec qui on va pouvoir discuter, se reposer, faire des actions coordonnées. Pour pouvoir finalement enclencher un peu plus, enfin, être épaulé et pour pouvoir mieux résister. Voilà. Et donc, la personne qui est plutôt dans le rôle de passeur, il est reconnu par le leader contextuel, et légitimé, et aussi soutenu par d'autres personnes dans cet écosystème, et va pouvoir finalement piloter, aiguillonner le système socio-économique, tester des choses en étant suivi par d'autres personnes. Et l'idée, c'est de faire grossir progressivement cette communauté de gens acquis à la cause, quoi. Voilà. Donc, le leadership qu'obtient le passeur, malgré tout, ne le met pas à l'abri de la tornade, mais ça lui donne des ressources pour garder les pieds qui sont ancrés dans le sol, le regard orienté vers les étoiles, mais
de garder le moral finalement, alors que on est attaqué de toutes parts, parce qu'en fait, c'est pas un rôle dans lequel on est exposé avec une image de je vais sauver le monde, hein. C'est pas Superman, le passeur, au contraire, c'est quelqu'un qui embête le système et donc, du coup, qui apparaît comme une personne à abattre parfois. Voilà. Et donc, c'est pas forcément très agréable à vivre. Donc, d'une manière générale, peut-être pour conclure là-dessus, c'est que l'accompagnement des transformations doit savoir s'entourer et faire appel à un geste de supervision régulièrement. Donc, ça peut être une personne qui est un coach en fait professionnel, qui est formé pour ça. Ça lui permettra de prendre du recul par rapport aux situations, puis ça l'aide à ajuster son geste, sa praxis, comme on l'appelle, pour gagner en efficacité, voire en efficience. Ça l'aide aussi à rester influenceur quand il pourrait basculer dans une fonction un peu plus sombre qui serait la manipulation. Parce qu'en fait, entre l'influence et la manipulation, on en a parlé la semaine dernière, enfin là, il y a 15 jours, il y a finalement pas beaucoup d'écart. Et donc, de rester à sa place, de rester au sens du projet collectif. Voilà. Et puis, c'est indispensable à son écologie. Donc, cette fonction de supervision qui gagne à être réalisée du coup par un coach professionnel, mais qui peut être réalisée par une autre personne de confiance et bienveillante dans son entourage, bienveillante mais exigeante, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être simplement en soutien, mais au contraire d'amener la personne à avoir une forme d'objectivité par rapport à ce qui se passe, par rapport à son propre geste professionnel, sa pratique et les options qu'il prend. Voilà. Donc avec une part d'objectivité. Voilà, on a été peut-être un peu rapide sur ces différents thèmes, et malgré tout, on est déjà à 12h38. Donc maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de donner la parole à la salle. Alors, soit pour des témoignages, soit une question qui peut être directement sur Métabier ou plus largement sur les démarches de transformation. Est-ce qu'il y aurait une première question qui se dessinerait? Pour des raisons de droit à l'image, nous avons coupé la séquence où les participants posent leurs questions. Une question qui est ressortie particulièrement est la suivante. Le passeur est-il identifié comme tel ou pas? Autrement dit, est-il préférable de se dévoiler passeur ou plutôt de rester caché? Et s'il est préférable de rester caché, peut-on en parler à quelques alliés cependant? Olivier, je te laisse faire part de ton expérience. Ouais, juste moi ce qui m'a manqué dans mon expérience, c'est que je savais pas que j'étais passeur en fait. C'est que je savais pas. Je vais répondre un peu du coup par la négative. C'était que je mélangeais beaucoup de rôles entre l'ingénieur, le manager et puis celui qui pilote la transformation. Donc a posteriori, j'aurais su effectivement où je me plaçais dans cette mécanique. J'aurais sans doute économisé un peu d'énergie et peut-être fait d'autres choses de manière beaucoup plus efficace. J'en sais rien, mais en tout cas, ça m'a. Voilà. Donc, je pense que la principale vertu, c'est de savoir qu'on est passeur. Et effectivement, d'essayer de garder le plus longtemps possible. En fait, ça s'institutionnalise pas, en fait. Et du coup, le passeur, c'est pas un poste dans une organisation, c'est une fonction qu'on occupe, alors qu'on peut être directeur général, comme je l'ai été, et passeur. Et on peut être technicien parce qu'on a créé un système d'alliance qui fait qu'on a un accès au leader. Donc, c'est pas une posture, voilà, c'est pas une posture bien identifiée. Il faut pas qu'elle le soit. C'est plus une capacité, je pense. Mais Stéphane, vas-y, complète. Ouais, alors après, ça dépend comment on aborde le sujet. Là, vous avez été vraiment dans une approche organique, émergente. Donc, nécessairement, c'était difficile d'identifier. Et voilà. Quand on intervient dans des organisations, du coup, on institutionnalise un peu plus les rôles, mais on les décrit pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on crée ce qu'on appelle une cellule des transformations. Mais c'est plutôt, on va appeler ça un poste d'animation, quoi. Donc, on a les animateurs ou les pilotes de la transformation. C'est des personnes qui ont une légitimité pour mener des expérimentations, pour mener des démarches, pour mobiliser des équipes, parce qu'ils ont un budget et ils ont l'autorisation du comité de pilotage de la direction générale. Donc, on gagne en efficacité et en rapidité si on peut faire émerger de manière officielle cette fonction. Pour autant, il faut garder. Enfin, il y a plein de choses qui se font un peu en sous-marin. C'est-à-dire que l'organisation ne comprend pas forcément ce qui se passe. C'est-à-dire que, OK, il y a des gens qui s'occupent, c'est un groupe de travail pour les gens. Voilà, ça dépasse pas plus. Et c'est très bien comme ça. Donc, faut pas faire de pédagogie autour de ce rôle-là. Ça n'a absolument aucun sens.
Par contre, il faut le mettre en place et avec les personnes concernées, plutôt de les aider à définir dans quel rôle elles interviennent. Est-ce que je suis directeur général? Est-ce que je suis ingénieur? Est-ce que je suis plutôt dans mon rôle de pilote des transformations? Ça permet de comprendre ce qui se passe, parce qu'en fait, les signaux que nous renvoie le système ne seront pas du tout les mêmes quand on a une posture de passeur d'une posture de contributeur à l'organisation. J'ajoute peut-être un complément, peut-être une nuance entre une organisation avec un leader et un territoire où il y a des leaders. Et où ton propre leader, finalement, est très minoritaire dans l'ensemble des leaders. Donc, et pourtant, on parle du même objet. Donc, c'est pour ça que sur cet aspect discrétion, pour moi, vis-à-vis de la masse qui ne veut pas bouger, et de l'extérieur, quand on est dans un sous-système et que tous les autres systèmes ne veulent pas bouger, là, il y a des boucliers de protection. Et en fait, on ne peut pas institutionnaliser. Je ne crois pas au côté organisation, parce que sinon, les 99% des leaders qui ne veulent pas bouger vont prendre la main. Moi, je l'ai vécu au moment du passage à l'échelle, où là, il a fallu se battre pour imposer ce côté flou, ce côté organique, parce qu'il y avait tout de suite une volonté de chape de plomb, de contrôle. Donc, voilà. Je sais pas trop. Pour rebondir sur ce que tu dis, Olivier, en fait, on peut l'expliciter, on gagne en efficacité, mais dans le périmètre de conscience, en fait, avec les acteurs proches. Effectivement, dans le territoire, quelque part, si on était intervenu du début avec Olivier, on aurait constitué le binôme avec Philippe Alpi, le leader, quelques personnes autour du projet, et puis ces personnes-là étaient au courant qu'il se passait des choses, mais pas tout le monde, quoi. Donc voilà. Olivier, tu souhaites rajouter quelque chose avant qu'on clôture? Le prochain séminaire, webinaire, on parlera de la notion de renoncement, puis de mise en mouvement. Voilà. On verra combien il y aura de participants, puis on cheminera. Merci à tout le monde. Hein, voilà, merci beaucoup de votre présence. Donc, le prochain, effectivement, on attaque un nouveau thème, donc renoncement et mise en mouvement du système. Pareil, donc on présentera un petit peu l'expérience de Métabier sur ce chapitre-là et sur cette phase-là. Et puis, on identifiera des questions qu'on développera s'il y a nécessité de développer ultérieurement dans un second webinaire, et puis ainsi de suite jusqu'à Noël. Et puis, bien entendu, on vous invite à vous procurer l'ouvrage et à le lire. Ça nous permettra d'avoir peut-être des questions ou des échanges sur les dernières séquences plus spécifiquement orientées sur ce que vous avez compris de l'ouvrage, sur les questions que vous vous posez concrètes, sur les points sur lesquels vous pourriez avoir une expérience qui pourrait être différente. On vous invite évidemment à vous procurer cet ouvrage qui est uniquement disponible en ligne. Excellente journée à tous et puis au plaisir de vous retrouver dans une prochaine séquence. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.